Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. L'un des spectacles événements de ce début d'année, André Berkoff, qui se joue actuellement aux Folies Bergères à Paris. Cette comédie musicale est inspirée de la vie du célèbre gangster américain, et ce rôle est incarné divinement, André, par l'un des plus grands ténors du monde, Roberto Alagna. Eh bien, je vais vous dire, je l'ai vu hier et c'est magnifique pour ceux qui sont parisiens et pour tous ceux qui viennent à Paris. Vraiment, allez le voir parce que non seulement c'est servi par des chanteurs magnifiques, Roberto Alagna bien sûr, Angoune et puis Pelletier, magnifique. Voilà, absolument. Et puis c'est merveilleusement écrit et scénarisé par Jean-Félix Lalanne. Et ce qui m'a le plus touché, c'est que justement, ce n'est pas la vie d'Al Capone, c'est-à-dire ça va plus loin. Moi j'ai pensé vraiment à West Side Story, j'ai pensé à Roméo et Juliette. C'est une histoire, il faut le dire, de Roméo et Juliette. À Chicago. C'est-à-dire Juliette Capone et Roméo Ness qui se retrouvent. Et puis surtout, vraiment, ces duos et ces trios, c'est très émouvant. Pourquoi c'est très émouvant? Parce que des voix superbes et parce que on est pris dedans. Moi, je dirais à un moment donné, vraiment, j'ai eu des larmes aux yeux dans un ou deux duos. C'est très fort et je m'attendais, moi, à quelque chose qui soit très ponctueux de coups de feu, etc. et de whisky, etc. C'est pas, ça lié, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est que vous êtes dans un Al Capone qui est, comment je dirais, il est idéalisé, mais en même temps, il est très, 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 très présent. Et ce qui est formidable, c'est que je vais vous dire, dans ces temps de bruit de bottes, vous apportez du bonheur. Et ça, c'est l'essentiel. Et oui, on va parler de cette comédie musicale dans un instant sur Sud Radio. Et seront présents avec nous Roberto Alagna et Jean-Félix Lalanne. À tout de suite. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Si j'étais plus attendu que je n'étais désiré, mon jardin dans la rue, les pierres, mes jouets, une mère dont je suis fier, mais une vie sans fou rire. Chaque jour qui passe me donne envie de fuir. Ouvrez-moi cette fenêtre, priez que la neige fonde. Permettez-moi de renaître dans un autre monde. Un jour viendra où tu sauras que vivre. Roberto Alagna qui redonne vie au légendaire Al Capone sur la scène des Folies Bergères à Paris. André Berkoff dans une comédie musicale grandiose créée par Jean-Félix Lalanne. Et aujourd'hui, eh bien, ils nous font l'immense plaisir d'être avec nous sur Sud Radio en direct, donc jusqu'à 14h. Alors bonjour à vous deux. Bonjour. Roberto Alagna, vous incarnez donc à la perfection celui qui a été le plus célèbre gangster américain du XXe siècle. Il a été le parrain de la mafia de Chicago de 1925 à 1932. Oui, 7 ans, le temps du présidentiel ancien mode. Qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer ce rôle? La musique d'abord, le livret,
Et il faut dire que Jean-Félix m'a fait écouter les maquettes. Au départ, où il n'y avait rien, aucune voix, c'était juste des accords posés par-ci par-là. Et j'ai tout de suite été emballé, j'ai entendu le potentiel. Et puis le livret m'a fasciné parce que justement, on trouvait le côté humain de cet homme qui avait été confronté à la violence dès son enfance et qui se retrouve dans ce chemin par force presque, parce qu'il n'a pas le choix. Et voilà. Et ce qui m'intéressait aussi de ce personnage ensuite, quand je me suis plongé dedans, c'est qu'il était autant détesté que adoré. Parce qu'il a fait aussi des œuvres de bienfaisance, de charité. C'est lui qui a imposé à la ville la date de péremption dans le lait. Ah ouais. Ouais, parce qu'il y avait des pauvres gens qui mouraient parce que le lait était périmé. Et donc c'est lui qui a obligé l'État à faire ça. Donc il a fait quand même des choses pas mal. Après, bien sûr, il y a le côté obscur de la bête, il faut le dire, parce que quand on le voit, il est assez impressionnant. Et c'est la musique, c'est tout ça. Et puis bien sûr, l'amitié que j'ai avec Jean-Félix. On a toujours voulu travailler ensemble. On avait enregistré une chanson qui se retrouve en trio ici, en quatuor. Ouais. Dans l'histoire. Dans la pièce. Ouais. Dans la pièce. On avait fait ça il y a au moins 15 ou 20 ans. Et voilà, et donc là on se retrouve finalement et je suis ravi. Ah, c'est génial. Jean-Félix Lalanne, quelle est la genèse de ce spectacle alors ? Alors en fait c'est très particulier parce que moi j'ai toujours été fasciné par cette époque, par Al Capone, et en fait c'est vraiment la série des Incorruptibles avec Robert Stack, donc qui a été un petit peu à l'adolescence mon éveil à la violence. Et je me souviens que avec mes frères, on regardait à travers la porte parce qu'on n'avait pas le droit, nos parents voulaient pas qu'on voit ça. Et moi je me disais, mais déjà dans ma façon de raisonner un petit peu cérébrale, déjà à 13-14 ans, je me dis mais comment ça se fait que il suffirait qu'il élimine Ness une fois pour toutes et il y aurait plus de problème. Et oui, on entend le générique effectivement de cette série culte. Et c'était resté comme ça. Et puis vraiment, j'avais commencé à écrire parce que j'écris tout le temps, toujours. C'est-à-dire que mon plaisir, c'est écrire. Mon bonus, c'est que ce soit réalisé. J'ai un besoin d'écrire comme un besoin d'expression. Et j'avais commencé à écrire des idées comme ça autour de l'histoire d'Al Capone. Et j'avais pas encore trouvé le fil conducteur. Et c'est vraiment au moment du confinement, et c'est vrai que Roberto raconte cette histoire, mais parce que je peux la raconter, parce que c'est exactement c'est comme ça que ça s'est passé. Je regardais sur mon ordinateur les projets que j'avais en cours, je retombe là-dessus, et comme j'avais commencé à écrire longtemps avant, je relis, j'avais le recul de celui qui se souvenait plus de ce qui avait été écrit, donc je le vois, et je dis, c'est quand même pas mal, Et d'un coup, je sors de la douche, j'étais évidemment chez moi, je sors de la douche, je vois ma femme dans la chambre, je fais, mon amour, mais c'est une évidence, c'est Roberto Alagna. Et là, elle me dit, je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Parce qu'elle a l'habitude que moi, je suis dans ma tête, et elle savait pas du tout. Et j'appelle Roberto, et je lui parle de cette histoire. On était en plein confinement, donc du coup, on était disponible. Et c'est ça qui est magique avec ce projet, c'est que de par la période, à cause de la période, finalement, le projet a pu démarrer de manière artistique, là où en général, à l'époque, c'est l'inverse. On démarre avec un concept, avec des moyens, etc. On dit, bon, qui on prend ? Là, ça a été un engouement artistique, et finalement, la production est arrivée à la fin. Et par rapport donc à la vérité historique sur Al Capone, quels éléments vous avez conservés ou pas, justement, dans le spectacle ? Alors l'idée, c'était de créer une histoire qui soit pas un Wikipédia. Il fallait absolument se servir heureusement d'ailleurs. En fait, Al Capone, et qui plaise aussi aux enfants. Et voilà, et qui soit tout public. Ouais, tout public. Évidemment, on pense à Al Capone, on se dit oh là là, ça va mitrailler dans tous les sens. Comme vous l'avez dit, c'est pas du tout ça. Au contraire, c'est une histoire d'amour. Et du coup, Capone et les années 20 à Chicago, on va dire que c'est le fond. Et la forme, c'est toujours une histoire d'amour, parce que c'est ça finalement qu'on aime raconter. Alors moi j'ai une question pour Roberto Alagna. Vous interprétez, on vous connaît aussi pour les grands classiques de l'opéra, etc. Vous aimez au fond aussi vous diversifier au bon sens du terme ? J'aime la musique, en fait. C'est tout. Toutes les musiques. Oui, il n'y a pas de barrière pour moi, c'est la musique. Il n'y a pas de genre, il n'y a pas un classique, non. pas classique, etc. Après, l'opéra, c'est ce que je préfère, parce que l'opéra, pour moi, c'est quelque chose de sacré. C'est un monument, l'opéra. C'est pour ça que j'ai du mal, des fois, quand on modifie les opéras, qu'on les retouche, etc. Il ne faut pas les toucher. C'est vraiment des monuments, et ça sera éternel tout le temps. Mais là, la comédie musicale, c'est l'évolution de l'opérette. On est parti de Léard, Strauss, Offenbach, tout ça, puis on est arrivé ensuite à Lopez, Lecoq, tout ça, et puis on arrive aux comédies musicales. Et oui, c'est votre première comédie musicale, celle-ci. Ouais. Est-ce que c'est un saut périlleux pour vous ou pas ? Non, pas vraiment. La seule difficulté pour moi, honnêtement, c'est l'amplification.
parce que les micros souffrent. D'ailleurs, j'ai déjà éclaté un micro. Voilà, donc je pense qu'il va falloir... Le chanteur d'opéra est dans le Voilà, micro, donc il ne faut pas que je projette. Mais en même temps, c'est difficile pour moi parce qu'il faut que je trouve le juste équilibre. Parce que les gens veulent aussi retrouver la voix de Roberto. Voilà, donc c'est ça la difficulté. Et puis j'ai des partenaires qui n'ont pas des voix d'opéra, donc il ne faut pas que je dénature l'œuvre là, cette fois-ci. Et oui, parce que vous n'êtes pas habitué à chanter avec un micro, c'est ça en fait. J'ai fait des fois, ça nous arrive quand on est en plein air. Sérieux, vous avez cassé combien de micros jusqu'à présent? J'espère pas cacher. Maintenant j'ai peur de tous les micros, je reste loin. Hier, en débrief après chaque soirée, j'ai dit à Jean-Marc Dumontet, qui est notre producteur, j'ai une chance incroyable d'avoir vraiment, sans flagornerie, d'avoir un producteur aussi courageux qui investit dans une œuvre originale. C'est quand même c'est pas évident. C'est pas évident. Et donc j'ai dit à Jean-Marc Dumontet, Jean-Marc, je pense qu'il va falloir prévoir un budget supplémentaire pour les micros. Et ce qui est très original, effectivement, c'est que au travers de ce spectacle musical, on traverse tous les genres, tous les styles musicaux. C'est assez fort. Tout à fait. Le jazz, le charleston, le pop rock, c'est fabuleux. Parce que le boogie a été inventé à Chicago à cette période-là. Mais je ne savais pas. Moi, je pensais que parce que le blues a été inventé à Nouvelle-Orléans, mais il est allé à Chicago très vite. Exactement. Dans les années 20, c'était Chicago déjà. Et je dois dire juste un mot sur Chicago. Moi, j'y suis allé plusieurs fois. Le temple du blues aujourd'hui, du jazz, c'est Chicago. Bien sûr. À New York. Bien sûr. Chicago. Complètement d'accord. Oui. Et c'est vrai, excusez-moi, du coup j'en profite parce qu'il le mérite aussi. On a aussi la chance d'avoir des musiciens exceptionnels qui sont polyvalents parce que effectivement on cherche Charleston, boogie, foxtrot, musique opératique, pop rock. On a vraiment une variété, chansons italiennes aussi, et effectivement on a des musiciens aussi qui sont et puis un casting de rêve, vraiment. Ah oui. J'ai mon frère, ma sœur, j'ai toute la famille dans l'histoire. Thomas Boissy, fantastique, il joue mon frère. Kaina Blada, bien sûr Angoun, Pelletier, et puis tous les danseurs, acteurs, chanteurs, ils sont magnifiques. Oui. Alors, ce qui est Il y a extraordinaire... quelque chose qui manque. Non, il faut dire, il y a une critique. Il n'y a pas un plat de spaghettis à la On aurait pu le faire, c'est vrai. Ça, c'est dans les loges. Alors, ce qui est fascinant quand même, Roberto Alagna, c'est que vous avez quand même beaucoup de points communs, je trouve, avec Al Capone. Ah bon? La première, c'est l'amour de l'opéra. Il paraît qu'il adorait l'art lyrique, Al Capone. Mais tous les mafieux adorent l'art lyrique, je ne sais pas pourquoi. Peut-être justement pour compenser le manque de sensibilité, peut-être. Parce que c'est des gens qui sont souvent insensibles et donc ils compensent avec la musique classique qui les fait pleurer. Famille Sicile, lui, Al Capone, non? Non, Napolitain. Pardon. Mais on a tous les deux un volcan, oui, c'est vrai. Et sa famille, effectivement, était de Naples et ils avaient débarqué à New York en 1894 où il est né, lui, 5 ans plus tard. Et vous, votre grand-père aussi, votre famille avait... Mon arrière-grand-père aussi, lui, il est né à New York. D'accord. Et il est décédé à New York, mais mon arrière-grand-mère est partie de Sicile. Elle est partie avec son père. Ils se sont retrouvés à Little Italy et ils sont tombés amoureux, un peu comme Ness et... Ah, ils se sont retrouvés à Little Italy. Ah oui, à Little Italy. Ils se sont mariés, ils ont eu 4 enfants, dont ma grand-mère. Et voilà, ensuite ils sont partis en Argentine, ils sont revenus à New York, et puis voilà, et puis ensuite ils se sont retrouvés en Sicile. Et il chantait pour la mafia là-bas. En fait, il chantait dans les réunions mafieuses parce qu'il avait un négoce de cuir. Dans Little Italy, un magasin de cuir. C'est là qu'il a rencontré Caruso aussi. Donc c'est assez incroyable cette histoire. Et il a rencontré vraiment physiquement. Ah oui, ils sont devenus amis. Ils allaient. Mon arrière-grand-mère me racontait ça. Ils allaient voir Caruso au Metropolitan. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Et ben justement, ce qu'on va faire, Caruso, effectivement, on le rappelle, c'était vraiment le plus grand chanteur d'opéra de tous les temps, et vous lui avez rendu hommage dans un album. Caruso, 1873. Comment? Dans Capone, il est en portrait aussi. Exactement. Roberto Alagna, c'est difficile de rentrer dans le costume vocal de Caruso. Non, dans le costume vocal, non, parce qu'il chantait pas. Mais quoique il a certainement chanté. C'était le plus grand. Vous dites qu'il chantait pas, c'est-à-dire en fait, il faut trouver l'allure, la dégaine un peu. Avec ses costumes rayés, la façon de se tenir avec la mitraillette à la main, le chapeau
qu'il met à l'envers. Non, elle pensait Caruso. Ah non, Caruso, Elle je parlait parlais de pas Caruso. mal. Ah oui, je parlais de... Caruso. Ah oui, moi, Oui, oui, parce que là, oui. Capone ne plus, chantait là. pas, c'est bon, quand vous avez dit Caruso ne chantait Ah pas. oui, de Caruso. Ah oui, Caruso, ça c'est différent, ça, parce que j'ai fait un disque hommage où j'ai carrément, je suis rentré dans son esprit, Dans son sa identité, façon, oui, ouais, dans son idée, style. puisque Ouais. j'avais presque tout le temps le son de sa voix pendant que je chantais, et je ne pouvais plus reconnaître la mienne. Ouais, C'était assez incroyable parce que j'ai voulu enregistrer avec les mêmes tempi, les mêmes phrasés, les mêmes respirations, la même émission, la même couleur, pas d'imitation, mais l'émission vocale. Donc c'était un boulot vraiment c'est un sacré boulot, ça, oui, d'alchimiste. Ouais. Ah Vous oui, avez réussi, j'imagine. hein. En tout cas, revenons effectivement à Al Capone et écoutons un sublime duo entre vous et Bruno Pelletier. Reste tranquille. Reste lucide enfin et sois serein. Reste tranquille au moins si c'est la fin. Car on ne cherche pas à me combattre quand on n'a même pas les bonnes cartes. Tu ne peux rien me faire. Je fais ce que je veux. Ni mal ni peur. Rien ne m'arrêtera. Tu ne peux plus défaire. Ne me provoque pas. Toutes tes erreurs. Je t'aurais prévenu. Je t'ai enfin coincé. Tu n'as rien contre moi. Tu le sais. Je m'en sortirai comme je l'ai toujours fait. Tu n'aurais jamais dû me provoquer. C'est exceptionnel, hein, Bruno Pelletier, effectivement, qui Ça va devenir incarne... une chanson culte, Ah je le oui. dis. C'est vrai. Alors Bruno Pelletier, effectivement, on l'a connu, cette voix extraordinaire. Il a surtout joué dans Notre-Dame de Paris. Il incarnait Elliot Ness. Lui, c'est votre ennemi, alors. Non, il racontez-nous. incarnait Anne Hidalgo à l'époque. Notre-Dame de Paris. Passons. Je dois dire que je découvre vraiment un artiste formidable et un homme exceptionnel parce que il est d'une gentillesse, il a des valeurs. Vraiment, c'est un plaisir. C'est presque fraternel entre nous maintenant. Et on a du mal, d'ailleurs, c'est pour ça qu'à la fin, on fait un salut. Tu es mon pire ennemi, et puis on se serre la main, puis on s'embrasse comme ça, une sorte d'accolade. Parce que les gens ont envie de voir ça, quoi. On est trop copains, en fait. Ouais. Et Angoun alors? Et Angoun, on va écouter Angoun, justement un autre formidable. duo que vous fâtes avec Angoun. Tu es ma source. Comment est Angoun aussi est magnifique. Comment vous avez choisi Angoun? Enfin, comment ça s'est passé? Angoun qui est plutôt elle est plutôt une star de la pop. Enfin. On avait plusieurs idées et puis Angoun, on a pensé tout de suite à Angoun parce que moi je voulais une beauté exotique. Ouais. Un peu comme Nicholson dans son film où il y a toutes ces asiatiques comme ça très belles qui sont dangereuses et en même temps fragiles et en même temps elles peuvent être extrêmement dangereuses. Voilà. Et Angoun, elle a tout ça, c'est-à-dire qu'Angoun, elle est sensuelle jusqu'au bout des doigts, quoi. Dès qu'elle remue l'auriculaire, ça devient ça. Je vous dire, il y a 4 hommes qui ont défailli. Elle est formidable. Et puis cette voix, cette couleur de voix. Et je dois dire qu'elle a vraiment plusieurs casquettes parce que elle est marrante en même temps. Elle arrive à trouver de la légèreté dans ce personnage, elle nous fait rire, elle est touchante, voilà, donc elle est vraiment complète et je crois que c'était vraiment l'excellent choix. Ah oui, et c'est vrai que moi j'ai toujours été artistiquement fan d'Angoun, j'ai toujours rêvé d'écrire pour Angoun, et c'est vrai que, et en même temps on se connaissait pas, on se connaissait voilà, professionnellement, mais on s'était jamais rencontrés, donc je l'ai contacté par les réseaux, et puis... Et je dois dire que effectivement Roberto a tout dit par rapport à ça.
Et par rapport à cette chanson, c'est une chanson que j'ai vraiment écrite à la manière d'un compositeur d'opéra, c'est-à-dire que l'écriture est très complexe, très compliquée, c'est-à-dire que ça sonne mélodieux, mais les croisements harmoniques, les contrepoints qu'il y a. Et la première séance qu'on a faite, c'est cette chanson avec Angoune, elle était terrorisée en studio, parce que pour elle c'était extrêmement compliqué à chanter par rapport à des chansons pop où on peut s'amuser à changer un petit peu les notes. Là c'était du note à note. La moindre intervalle qui change par rapport à l'harmonie, ça ne marche pas. C'était extrêmement écrit. Et d'ailleurs, son mari, qui est musicien, lui a fait travailler note à note, comme tout le reste d'ailleurs de la partition, parce que tout est très écrit. Donc oui, on ne peut pas changer, on ne peut pas modifier quoi que ce soit. Non, c'est vraiment, on est sur ce type de chanson, on n'est pas dans la pop. Et il fallait vraiment qu'elle travaille. Elle a travaillé avec la partition, ça a été très scolaire. Et pour elle, c'est une expérience aussi très joyeuse. J'ajouterais que c'est très guitare, quoi. C'est très guitaristique. C'est vrai, c'est vrai. Que, moi, j'entends la guitare dans cette composition, la façon d'écrire. Absolument. Et le mariage des voix, effectivement, est exceptionnel. André Berkoff, Roberto Alagna et Jean-Félix Lalanne. Nous continuons de parler dans un instant sur Sud Radio d'Al Capone. Alors restez avec nous. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Sublime. Et c'est là qu'on prend un verre de Nero Navola, bon vin sicilien, et qu'on écoute. Eh oui, sublime duo que l'on vient d'entendre sur Sud Radio entre vous, Roberto Alagna, et la talentueuse Kaina Blada, qui joue le rôle de votre sœur, donc dans la comédie musicale Al Capone, créée par Jean-Félix Lalanne, et qui se joue actuellement donc aux Folies Bergères à Paris. Vous chantez en combien de langues, Roberto Alagna ? Déjà, j'en parle 6. Donc, je chante déjà dans ces langues-là, mais je chante aussi en russe, je chante en allemand, j'ai chanté en arabe, j'ai chanté en hébreu, j'ai chanté dans des tas de langues. Oui, mais enfin bon. C'est pas difficile, donc, justement. Je voudrais savoir, le chanteur que vous êtes, est-ce qu'il y a une adaptation ou pas du tout? La difficulté, c'est de faire chanter le mot. De trouver la musique du mot, parce qu'on peut répéter comme des perroquets, faire voilà. Mais comprendre exactement le sens du mot, c'est pareil en français. Si on fait pas sonner la langue, si on fait pas sonner le mot en allemand ou en russe, ça marche pas. On peut le faire, mais c'est de la phonétique et il se passe rien. Moi, j'aime ça, j'aime le mot, j'aime lui donner une importance, une musicalité. Mais eh oui. Et ce que l'on souligne toujours, effectivement, c'est votre exceptionnelle diction. Roberto Alagna. Mais c'est ce que je viens de vous dire. En fait, j'accorde beaucoup d'importance au texte parce que c'est ça. Lorsque j'étais enfant, j'ai adoré l'opéra et souvent je comprenais pas. Je disais à mes parents, mais c'est incroyable, pourquoi on comprend pas? Et un jour, je me suis dit, si je chante de l'opéra, il faudra qu'on me comprenne. Voilà, donc j'ai accordé vraiment beaucoup d'importance au texte. C'est tellement vrai, non, juste un mot. Une des chanteuses les plus fabuleuses, parce qu'on l'entend, c'est Ella Fitzgerald. Oui. Elle articule chaque mot, alors que vous avez beaucoup de chanteurs de jazz ou autres, on comprend rien, c'est embêtant. Et même dans la variété d'aujourd'hui, souvent dans la pop, j'ai du mal des fois, même en français, je me dis, mais c'est en quelle langue? C'est difficile des fois de comprendre. Et c'est vrai que la richesse de la voix de Roberto, en dehors de sa voix tout court, c'est la nature de son timbre. C'est-à-dire qu'au-delà de la puissance c'est une chose, mais surtout ce qui est beau, c'est le côté lumineux du timbre. C'est-à-dire que du coup, il passe... Moi, je l'ai vu plusieurs fois, mais j'étais descendu au Corrégie d'Orange, il y a quand même un orchestre de 70 musiciens, c'est les arènes, il est tout en acoustique, il est tout au fond, j'ai l'orchestre devant moi, il envoie un si bémol et il traverse tout l'orchestre. Et à ce moment-là, ce n'est pas que la puissance, parce que la puissance peut ne pas suffire, c'est la fréquence. C'est la nature du timbre qui traverse l'orchestre. Et ça, c'est vraiment très très rare. Et oui. Alors justement, au Corrégie d'Orange, c'est un endroit où vous pourriez jouer Al Capone. Oui, j'en ai parlé à Jean-Louis Grinda, justement, qui a fait la mise en scène. Je lui dis, Jean-Louis, quand même, tu es le directeur des Corrégies, il faudrait qu'on le fasse à Orange. Alors
Alors il m'a dit on va voir ça. Oui. Une tournée est prévue, j'imagine, en France, à l'étranger, avec un tel spectacle musical. Jean-Félix Lalanne. Oui, alors elle est en train de se monter déjà pour la province. Il y a aussi déjà des demandes de l'étranger. Du Québec, etc. Donc après, évidemment, moi, j'ai un cadeau extraordinaire, c'est le calendrier de Roberto. C'est-à-dire que c'est inédit que Roberto laisse autant de place à un projet unique par rapport au fait qu'il est demandé dans le monde entier. Donc voilà, tant que Roberto me prêtera son planning, moi je prends. Après forcément, on verra en fonction évidemment de ses disponibilités. Voilà. Alors effectivement, donc là vous jouez jusqu'au 12 mai à Paris au Folies Bergères. Vous reprenez l'opéra après, Roberto? Tout de suite, deux jours après, oui. j'ai un gros récital avec mon épouse. Donc on a à Zurich, ensuite Vienne, et puis il y a toute une série de récitals. Et puis après je me retrouve à New York. Partout, voilà. Et puis bon, on a tout mis entre parenthèses, la Scala, bon, on va voir ce qui va se passer avec ce fameux Capone. Franchement, populariser un gangster, est-ce que c'est un exemple à donner à la jeunesse? Non, oui, c'est formidable. Et puis en même temps, je veux dire quelque chose, c'est que justement, moi j'ai écrit le spectacle pour que ce soit pas aussi manichéen. Voilà, le bandit qui est méchant, le flic qui est gentil. C'est pas du tout ça. D'ailleurs, moi j'ai écrit un Elliot Ness qui est un personnage sombre, c'est-à-dire qu'il en veut à Capone évidemment d'être hors la loi, mais surtout il en veut à Capone d'oser ce que lui n'aurait pas osé faire. Parce qu'en fait, c'est comme quand on est gamin et quand on joue au flic au voyou. Un jour on joue le flic, un jour on joue le voyou. Ouais, mais finalement, ce sont les mêmes. C'est juste de quel côté on se met au niveau de la ligne. Mais les deux ont besoin de pouvoir, d'exercer de l'influence sur les autres. Et Ness, comme j'aime bien le dire, est beaucoup plus proche de Batman que de l'inspecteur Derrick, dans la manière dont j'ai écrit ça. C'est quelqu'un qui est sombre et qui a une part très sombre et qui vient se faire complètement chambouler dans son envie de manipuler la relation qu'il va avoir avec la sœur de Capone pour l'approcher, parce qu'il se fait prendre à son propre jeu. Et c'est elle qui lui révèle son beau côté, par cette histoire d'amour. Ah oui. Alors Roberto Alagna, Luis Mariano donc était un ténor d'opéra avant d'être un chanteur d'opérette. En 2005, vous lui avez rendu hommage dans un album. Écoutons. Le seul désir qui vous entraîne dès qu'on a quitté le bateau, c'est de goûter une semaine à l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, sous ton soleil qui chante. Bravo André. Ça y est, j'ai trouvé ma doublure. On va le prendre pour Capone en fait. Roberto Alagna, la complicité que vous avez justement avec Jean-Félix Lalanne n'est-elle pas comparable à celle qu'il y avait entre Mariano et Lopez? Oui, quelque part. Il se passe quelque chose comme ça, parce que c'est vrai que là, cette comédie musicale est un peu particulière par le fait d'avoir engagé un ténor et d'avoir ce genre d'écriture. Et je pense qu'à nous deux, on a créé quelque chose de nouveau. Absolument. Ouais. Comme avait fait Lopez et Mariano. C'est ça, oui, Jean-Félix Lalanne. C'est vrai que moi, je suis à la croisée de tout ce que j'aime. C'est-à-dire que dans mon parcours musical, j'ai étudié évidemment l'instrumentation, l'orchestration, la direction d'orchestre, mais j'ai toujours eu un pied dans la pop, dans la musique de film. Et là, c'est à la croisée de tout ce que je sais faire et ce que j'aime faire, c'est-à-dire marier un petit peu tous les genres musicaux. Donc croiser le monde de l'écriture purement classique et le monde de la pop. Et c'est vrai que ça donne un son nouveau. Et comme Roberto aime ça aussi, c'est-à-dire qu'il aime traverser les genres, du coup, on arrive à créer un son tous les deux, c'est-à-dire une espèce de pop opératique avec un son complètement nouveau, et c'est très agréable à faire. Ah oui. Alors une petite anecdote. Allez-y, André Berkoff. Non. Juste un mot. Par rapport, comment vous situez-vous sans que moi, je déteste les étiquettes, les classifications, mais par exemple, Al Capone, ce serait quelque chose qui pourrait se jouer en Amérique, parce que les critères américains des comédies musicales sont très spéciaux. Là, je parle de comédie musicale. Est-ce que vous avez être dans ce moule-là, dans ce format, ou pas du tout? Vous avez voulu inventer quelque chose d'original? On est un peu dans ce format, mais d'une façon différente. C'est-à-dire c'est un style nouveau. Donc je pense que ça peut aussi intéresser. Moi en tout cas, je vais même en parler au Metropolitan Opera, parce que Metropolitan Opera, c'est que des opéras. Oui, mais peut-être que ce serait valable de tenter le coup avec un public d'opéra pour aller voir une première comédie musicale comme ça, de ce genre-là, qui est complètement différente, et jouée avec un orchestre symphonique.
Ça serait formidable, oui, parce qu'il a quand même composé pour un orchestre symphonique. Pour l'orchestre symphonique, En fait, c'est vrai que là, mon conducteur d'orchestre est prêt. Il fait exactement 620 pages, donc il peut être joué dans le monde entier sans aucun problème. oui. Mais c'est vrai qu'on est dans la couleur Broadway, c'est-à-dire qu'on est dans une couleur malgré tout de spectacle grand public, mais surtout ce qui est effectivement original, et c'est toute la force et le talent de Jean-Louis Grinda, donc du metteur en scène, c'est que moi, j'ai écrit d'une manière cinématographique. C'est-à-dire, en fait, quand on voit le spectacle, et je suis content parce que les gens me disent finalement ce que je voulais faire, c'est qu'on a l'impression de voir un film en spectacle vivant. Donc, au cinéma, c'est facile. On passe d'un endroit à un autre, on fait une ellipse temporelle avec juste un changement de plan. Le montage après, tout et ça. là, il faut créer une fluidité dans les changements de tableau alors qu'on est en spectacle vivant, tout en regardant un film. Et même dans l'écriture, parfois j'ai écrit des petites virgules musicales pour passer d'un tableau à l'autre, comme je fais moi dans les musiques de films, où pour accompagner une transition entre deux plans, on met une petite virgule. Et on a l'impression comme ça de voir un film. Et moi j'aime bien cette écriture-là, et c'est vrai que même dans mes arrangements et dans mes orchestrations, j'ai écrit de manière visuelle. Pour moi c'est très important quand j'écris des arrangements, de ne pas rester uniquement sur les bases de ce qu'on entend, mais imaginer ce qu'on peut voir sur ce qu'on entend. Et c'est là ce que j'ai essayé de faire, c'est toujours d'avoir une couleur orchestrale qui ramène de la vision et pas uniquement de l'audition. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai que ça peut se jouer, comme vous dites, ça peut jouer au Met, comme ça peut se jouer dans un théâtre. Voilà. Et puis c'est une structure opératique, c'est-à-dire qu'il y a des récitatifs aussi, comme à l'opéra, comme Carmen. Oui, qui sont magnifiques. Voilà. Qui a eu l'idée de ces récitatifs alors? Roberto. Alors, je dois dire, moi, je serais pas, j'aurais jamais osé aller jusque-là, parce que pour moi, c'était écrire vraiment un opéra, c'était presque une prétention d'aller dans ce terrain-là. Donc, au départ, j'étais parti dans l'idée de construire un spectacle de théâtre musical, c'est-à-dire ça joue, ça dialogue, et puis il y a les chansons qui viennent ponctuer la narration. Et Roberto, comme on s'appelait tous les jours, il me dit, écoute, je te laisse faire, c'est ton œuvre, etc. Mais dis-toi que là, tu es un compositeur, et là, tu as l'occasion d'écrire au moins un opéra dans ta vie. Tu as l'occasion de le faire. Et là, je raccroche et je dis... Et d'un coup, je me fais, mais il a raison. Et après, il m'a expliqué même comment ça se passait. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la voix parlée, quand on parle... on met une intonation. Vous voyez, là j'ai fait, on met une intonation. Baba, 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 baba. On a une mélodie dans l'intonation de la voix. Donc si à un moment donné j'écris un texte et que je le lis comme un comédien, j'enregistrais ma voix en train de lire le texte, je trouvais l'intonation et j'écrivais des récitatifs autour. Et honnêtement, j'ai pris un plaisir à faire ça. Parce que une chanson, évidemment, je sais le faire, écrire des textes, des mélodies, des arrangements, etc. Mais on est dans une structure assez basique malgré tout, parce qu'on est couplet, refrain, etc. Là, on est dans de la prose musicale. Et là, ça devient intéressant parce que tout est libre. On peut faire ce qu'on veut comme on veut. Et c'est un vrai plaisir. Oui. Roberto Alagna, il y a encore beaucoup, de nombreuses idées reçues sur l'opéra. C'est trop cher, c'est trop élitiste. Comment inciter les gens à découvrir votre art? Ça fait 40 ans que je me bats pour démonter ces légendes urbaines. Ouais. Parce que c'est des légendes urbaines de médias, ça, en réalité. L'opéra, c'est la musique populaire de son temps. Si aujourd'hui on dit que c'est élitiste, ça voudrait dire que le public d'aujourd'hui aurait régressé. D'accord, puisque... Ce qui n'est pas impossible. Oui, mais bon... mais on veut pas jouer là-dessus. Moi, je veux pas jouer là-dessus. Mais pour moi, c'est de la musique populaire. Et on dit que c'est trop cher. Mais quand on va à Broadway, justement, c'est plus cher qu'au Metropolitan. Les places. Si vous allez voir un match de basket, un match de baseball, ou ce que vous voulez, même ici, un grand concert au Stade de France, c'est les mêmes prix qu'à l'opéra. Donc, il faut arrêter avec ça. C'est des légendes urbaines. Et aujourd'hui, on a la possibilité, il y a des places qui sont pas chères, et on peut aller à l'opéra. Et il y a aussi un problème d'éducation. Oui, pour voilà. rappeler, voilà. Initiation, oui, bien sûr. Après, il faut faire attention à ça, parce qu'on dit toujours on veut attirer un nouveau public, etc. L'opéra, c'est une musique de seniors, quelque part. Ensuite, il y a des enfants qui peuvent être sensibles à ça, comme je l'ai été moi-même, dès l'enfance, sensible. Mais il ne faut pas les pousser. C'est comme si vous demandiez aujourd'hui à des seniors d'aller écouter un concert de rap. C'est pas leur musique. Voilà, il ne faut pas les obliger. Il faut pas forcer. Voilà, il ne faut pas forcer. Il faut que ça vienne tout seul. Et de toute façon, l'opéra, on y arrive un jour ou l'autre. Parce qu'au départ, c'est les comptines pour enfants. Ensuite, c'est les musiques d'ados. Après, on passe au rap, au jazz, tout ce qu'on veut. Et un jour, on arrive quand même à la musique classique et à l'opéra. Et oui. Et votre premier grand rôle à l'opéra, c'était la Traviata. Oui.
manici che la bellezza infiora e là fuggevano così nel fiamo tutta. Travolta, c'est la Felice. Ah bah oui, j'ai chanté aussi Arnaud Brûle. Ah ouais, fabuleux. Ouais. Avant de faire de l'opéra, vous aviez été à l'opéra ou pas? Non, ça c'était. Je demandais à mes parents. Vous voyez, c'est pour ça que je me bats à cause de ces idées reçues. Parce que quand j'étais enfant, je disais à mes parents, j'aimerais bien aller à l'opéra. Et ma mère me répondait, c'est pas pour nous, on est des ouvriers. Voilà. Et donc ça freinait tout. Et non, même les ouvriers peuvent y aller. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Donc vraiment, il faut démonter ces légendes. Et voilà. Et la première fois que je suis allé à l'opéra, c'est moi qui chantais sur scène. Extraordinaire. C'était où? C'était à Glyndebourne, en Angleterre, dans le Sussex. Fabuleux. Roberto Alagna, Jean-Félix Lalanne, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio et nous allons continuer donc de parler d'Al Capone, cette comédie musicale événement qu'il faut absolument aller voir. C'est jusqu'au 12 mai au Folies Bergère à Paris. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans Roberto Alagna, le 14 juillet 2005, vous avez chanté la Marseillaise, place de la Concorde à Paris, à la demande de Jacques Chirac. Ouais. Quel souvenir gardez-vous de ce jour-là? C'était formidable. C'était formidable. Déjà, cet hymne, il est magnifique. Je crois que c'est le plus beau hymne, le plus bel hymne de tous les hymnes. Et je dois dire que ce jour-là, je me suis senti français. C'était bizarre pour moi, qui était quand même fils d'Italien. J'ai eu une carte de séjour. Moi, j'ai eu ma carte d'identité à 18 ans. Voilà. Et ce jour-là, ça y est, j'étais devenu français. Je ne sais pas pourquoi. J'avais un projecteur qui était le plus beau projecteur du monde. C'était le soleil qui se levait en face de moi. Toute la tribune politique qui était là. L'armée. Le chœur de l'armée, l'orchestre de l'armée, un à 40 mètres, l'autre à 60 mètres, moi tout seul planté là, c'était extraordinaire. Vraiment une émotion énorme. Ensuite je suis arrivé à Orange, je suis parti parce que je partais à Orange faire un spectacle et sur le quai de gare m'attendait la Légion étrangère pour me saluer. C'est quand même assez exceptionnel. Ouais. Oui. Mais je le rappelle, vous êtes né à Clichy-sous-Bois dans le 93 en 63. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'enfant vous ne vous sentiez pas français? C'était normal, on était entre nous, donc c'était une communauté de Siciliens, on parlait que sicilien. Je suis arrivé à l'école. À la maison, on parlait sicilien, c'est tout parce que mes grands-parents n'ont jamais réussi à apprendre le français. Donc on parlait avec eux en sicilien. Et puis on était entre nous. On était un petit peu à la marge tout le temps. Les gens avaient un peu peur. C'était l'étranger. Voilà, c'était les Rital. C'était les Rital. Exactement. Ouais. C'est exactement le livre de Cavana. De Cavana. Exactement ça. Et voilà. Donc on avait du mal. Et puis bon, c'est vrai que mon grand-père disait toujours allez, l'année prochaine on retourne en Sicile. Donc on était en attente, j'étais en salle d'attente dans l'espoir de repartir l'année d'après. Parce que vos parents disaient oui, on va retourner en Sicile. Donc à chaque fois c'était mon père devait ouvrir une station d'essence, un truc comme ça en Sicile, une pompe à essence et puis on retournait là-bas. Et donc on a attendu puis après peu à peu on prend ses marques et puis on commence à rentrer à aimer ce pays et puis c'est vrai que moi j'ai tout de suite adoré. Mais alors je vais poser la question, je sais que tu l'avais posée, mais comment c'est venu l'opéra? L'opéra, ça vient c'est dans les gènes, ça, parce que déjà, je vous ai expliqué tout à l'heure, mon arrière-grand-père était déjà ténor. Oui, mais je veux dire, non, comment ça se... Vous dites, tiens, un jour, je serai chanteur d'opéra. Non, jamais, j'avais pas cette ambition-là, parce que pour moi, c'était surhumain d'être ténor, parce que j'entendais mes oncles et tout ça à la maison, quand ça chantait, tout vibrait, je dis, c'est pas possible, comment on peut faire des sons comme ça? Pour moi, c'était des mutants. Et donc, mais j'avais une sensibilité à l'opéra. C'est-à-dire que j'avais vu ce film de Mario Lanza, Le Grand Caruso, j'avais 10 ans. Ah oui. Ma mère avait enregistré avec son magnétophone à bande le son. Et dès que tout le monde s'en allait, je mettais le magnétophone et je chantais avec Mario Lanza à tue-tête. Et j'étais bouleversé par cette musique. Elle entrait en moi comme ça. Et voilà, donc, et puis, grâce à Dieu, grâce à la nature, grâce à je sais pas quoi, je suis devenu ténor. Ça a été le ciel, le paradis qui s'ouvrait pour moi. Et oui, il faut rappeler qu'à 25 ans, vous remportez le concours Pavarotti. Oui. C'est
incroyable. Sans le vouloir. Oui, parce que vous aviez débuté à 15 ans dans des pizzerias, dans une pizzeria à Aubervilliers. À 17 ans, vous chantiez dans des cabarets donc, à Paris, en région parisienne, sous le nom de Roberto El Magnifico. Oui, ça c'est le cabaret espagnol. Roberto El Magnifico. Je clôturais le tour de chant et donc il me présentait comme ça. Et maintenant, Roberto El Magnifico. C'était un cabaret espagnol. Mais vous chantiez quoi dans ce cabaret ? De la chanson. La chanson populaire, mais en toutes les langues. C'est là que je chantais en arabe, en hébreu, parce que c'était pour les touristes, il fallait au moins une chanson de chaque pays. Et voilà. Et l'après-midi, je travaillais l'opéra. Donc je dormais 3 heures par nuit, parce que je chantais au cabaret de minuit à 6 heures du matin. Je dormais 3 heures, et hop, je repartais pour l'opéra, et puis rebelote le soir, tous les jours. Ah, c'est extraordinaire. Alors, vous avez jamais eu l'occasion de chanter avec Pavarotti, pourtant. Si. Oui, vous avez. On a chanté. Il m'a invité pour les 40 ans de sa carrière, où en fait c'était son show. Il avait invité Domingo, Carreras, etc. Et puis Domingo est tombé malade, c'est moi qui l'ai remplacé. Et puis en fait, c'est devenu mon show parce qu'il me laissait chanter tout le temps. Et puis voilà, donc mais c'était formidable. C'était dans sa ville, à Modène. Et donc voilà, on a chanté un petit peu ensemble. Mais il était là et surtout il m'a ouvert le chemin en me disant voilà, allez. Je te passe le flambeau. Prends le relais. C'était un autodidacte comme vous ? Oui, je vais vous dire une chose, je pense que tous les ténors sont autodidactes quelque part, parce qu'on ne peut pas apprendre à l'émission. On peut apprendre, on peut coacher quelqu'un, on peut lui donner envie, on peut apprendre l'interprétation, la musicalité, ces choses-là. Et encore, même la musicalité, je ne suis pas sûr qu'on puisse l'apprendre. Il y a quelque chose une programmation faite par la nature. On l'a ou on l'a pas. On l'a ou on l'a pas. C'est comme le type qui court le 100 mètres en moins de 10 secondes. On ne peut pas lui apprendre à faire ça. Et c'est la nature qui l'a construit comme ça. Eh oui. Alors revenons à Al Capone, André Berkoff, cette comédie musicale de Jean-Félix Lalanne qui se joue actuellement donc à Paris. Et écoutons ce titre. Il me fait peur, il le fait bien. Je tiens son cœur au creux de mes reins. Mon nom est un gangster. Rien ne peut l'arrêter. Je ne sais pas jusqu'à l'enfer. Pour lui j'ai pris le près de moi, que son cœur bat et rythme mes combats. Lui de débauche, je prends des coups. Ben, tu vois, vous voyez, il y a eu mon mec à moi de Patricia Cass, il y aura mon homme est un gangster. C'est formidable. Jean-Félix Lalanne, oui, moi, je voudrais féliciter Roberto. Jean-Félix parce que je fais le rapprochement avec une œuvre qui est un chef-d'œuvre, Carmen, où je dis que c'est comme Carmen, c'est une succession de tubes, ce Capone. C'est vrai, c'est quand même assez formidable. Je le remercie. Je prends le compliment et je me gargarise avec. Et oui. Jean-Félix Lalanne, quel serait le personnage légendaire que vous aimeriez un jour mettre en scène dans une comédie musicale ou autre spectacle ? Alors j'y ai Roberto pensé. Lalanne. Alors en tant qu'artiste ou en tant qu'artiste ou en tant que thématique Comme un homme. Roberto il magnifique. Ah, Roberto El Magnifico. Le prochain Voilà, opéra. on a déjà le titre. Du garage de Clichy-sous-Bois. Voilà. Non, mais on voit très bien la première scène dans un garage comme ça. Je vous prendrai comme metteur en scène, c'est sûr. Bravo, ouais. Il y a plein de personnes. Alors, c'est ça qui est terrible, c'est que comme je bosse tout le temps, je passe d'une idée à l'autre. Mais je rêve un jour d'écrire un Cyrano de Bergerac. Ça, c'est mon rêve. Quelle belle Il y idée. a encore un signe. Moi, j'ai joué Cyrano de Bergerac. Oui, j'ai fait l'opéra de Alphane. Et c'était fantastique. Vous savez, ce qui est curieux dans ce Capone, c'est qu'il y a plein de signes, de points communs, qui font que je me dis, on était destiné à faire ce Capone. Absolument. C'est quand même assez incroyable. C'était écrit. C'était écrit, ouais. Non, mais il y a un alignement de planètes. Ah oui, mais c'est incroyable. C'est comme ça que les choses se font. Parce que même la manière. En fait, on cherchait avec Roberto, on cherchait qui pouvait jouer Ness. Voilà, on cherchait. Ouais. Et ce qui était important, c'est que on voulait pas forcément qu'il y ait entre guillemets une même famille vocale. On voulait une personnalité. Ouais, voilà, on cherchait une personnalité, pas quelqu'un qui puisse à un moment donné rivaliser vocalement. Et c'est Roberto qui a eu l'idée de Bruno Pelletier. Et donc moi je contacte Bruno, on est en plein Covid, on est en plein confinement, on se connaît pas. Donc je l'appelle, on se fait un Skype comme ça entre nous. Et je lui parle de ce projet. Il me dit, écoute, je sais pas, tu sais quoi, je suis en train de monter mon studio chez moi. Je suis en train de tester des trucs. Envoie-moi tes chansons, je te fais des voix et moi ça me permet de tester.
Donc il fait ça au départ comme ça pour me rendre service, et puis lui ça le permet de tester son studio. Je lui envoie les chansons, il adore les chansons, il rentre dans le projet. En fait tout s'est passé comme ça. En fait c'est incroyable parce que il y avait tellement de possibilités dans les probabilités que ça ne se fasse pas, mais beaucoup plus que ça ne se fasse pas, que l'alignement de planètes est absolument incroyable, comme si on était vraiment tous dirigés pour que ça puisse se finaliser. C'est parti, et c'est parti, et bien parti. Eh oui, Roberto Elania et Jean-Félix Lalanne, merci d'être venus sur Sud Radio. Chers auditeurs, si vous êtes à Paris, d'ici le 12 mai, surtout, allez voir Al Capone aux Folies Bergères. Vous passerez vraiment une soirée exceptionnelle. D'ici là, vous pouvez déjà vous procurer l'album qui est en vente. Tout de suite sur Sud Radio, vous retrouvez Brigitte Lahaie, Le sexe sans sentiment, est-ce possible pour tous? Les femmes auraient-elles plus besoin d'aimer pour accepter une relation sexuelle? Réponse dans un instant. On est tous connectés. Voilà, absolument. Et Al Capone va vous répondre. Réponse dans un instant sur Sud Radio avec la sexothérapeute Sandra. Voilà. Le sexothérapeute s'appelle Al Capone. Al Capote, oui.